Oui, là, Bonjour Romain. Là, tu m'entends bien? ouais, très bien. Alors, on a déjà une dizaine de personnes qui sont connectées. Comme d'habitude, on va attendre 3-4 minutes avant de commencer l'événement. Mais de mon côté, je t'entends parfaitement. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On a déjà une bonne vingtaine de personnes et ça continue d'arriver, donc c'est top. Et il est à peine 2 heures. Alors, comme d'habitude, on va commencer vers 13h02, 13h03. Il faudrait que je prépare des petites blagues pour combler ces premières minutes d'attente. Un petit peu d'improvisation. Faites d'improvisation. T'as pas une petite blague, Hélène, à nous faire le temps que, que Oh, tout je le monde suis arrive? très très mauvaise en blague. Ça Moi va encore, aussi. la ponctualité est meilleure que sur la plupart des meetings qui existent. C'est vrai. Allez, j'attends encore 1 minute et après j'y vais. Allez, on va démarrer cette nouvelle instance du Bourbier. Donc, comme toujours, on est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition, surtout aussi nombreux. Donc, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Benoît Rosier. Moi, ça fait une dizaine d'années que je fais du produit. J'ai été product manager, entrepreneur et aujourd'hui, je suis cofondateur et CPO d'Upvisory et bien évidemment animateur de ce magnifique événement qui est le Bourbier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Bourbier, même si je vois beaucoup de personnes qui reviennent d'instance en instance, donc c'est voilà, une instance un peu originale où on vient témoigner de nos galères respectives. Car oui, voilà, on vit tous un petit peu des belles galères dans le monde du produit et c'est ça qui est top avec le Bourbier, c'est qu'on apprend des galères des autres, donc pas besoin de se planter pour apprendre.
Avant de laisser la parole à Hélène, donc juste rapidement, je vais présenter Upvisory qui est l'agence organisatrice des Bourbiers. Donc voilà, Upvisory, c'est une agence dédiée aux produits, hein. On adresse différents métiers autour du produit, le product design, le product engineering, le product management, bien évidemment. Et on a une entité qui s'appelle Upvisory Campus qui est dédiée à la formation, puisque une de nos grosses ambitions chez Upvisory, c'est d'arriver à évangéliser et promouvoir notre très belle discipline qui est celle du product management. Et donc, on fait beaucoup de formations, notamment des formations en ligne. Notre dernière formation, c'est une formation qui est dédiée à l'accessibilité, qui est un sujet très important et malheureusement très peu maîtrisé par beaucoup de product managers, source de beaucoup d'inégalités. Donc voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le campus. Il y a beaucoup de formations qui sont à des prix qui sont voilà, relativement abordables et bien évidemment prises en compte par le CPF. Donc aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Hélène, hein, Hélène qui a une dizaine d'années d'expérience dans le produit, qui est aujourd'hui Principal Product Manager chez Brigade. Donc Hélène va nous raconter un petit peu tout ça. Et donc la thématique du jour, c'est manager ou expert produit. C'est vrai qu'on a discuté de pas mal de thématiques ensemble avec Hélène et vous reverrez peut-être Hélène d'ici quelques mois ou quelques années parce que voilà, on a parlé de pas mal de sujets, mais c'est le sujet qui nous intéressait et qui nous plaisait le plus à tous les deux, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que c'est un choix qui est difficile hein, pour beaucoup de product managers. Est-ce que je vais vers plus de management? Est-ce que je continue à monter en compétences sur la partie expertise? Donc voilà, c'est un sujet, c'est notre sujet d'aujourd'hui et je vais te laisser la parole, Hélène, et compléter un petit peu ta présentation. Ça marche. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci de prendre du temps sur votre pause déjeuner. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur de ce temps que vous m'accordez. Effectivement, je suis principal product manager chez Brigade. Ça fait même bientôt 11 ans que je fais du produit. À l'époque, ça ne s'appelait pas du produit. On aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Et ce sujet du choix entre une track manager ou expertise, effectivement, c'est un sujet d'actualité pour moi parce que c'est un changement de rôle que j'ai fait il y a quelques mois maintenant. Et puis pour beaucoup de monde, je pense, on a une communauté produit qui gagne en seniorité en France. Et forcément, quand on gagne en seniorité, bah, la question se pose. Donc, je ne vais pas dire que je me suis plantée, mais si je peux vous aiguiller sur quelques questions à se poser pour faire le bon choix, bah, ce sera déjà ça de gagner. Alors, le programme, donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à nous poser vos différentes questions donc, dans le module questions. C'est vrai que je ne regarde pas les questions qui sont dans le chat. Le chat, c'est plutôt pour converser entre vous. Mais vous avez un module questions pour poser toutes vos questions et surtout pour voter pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes. Donc, n'hésitez pas à passer euh, par ce module. Et puis, bah, voilà, Hélène, je te laisse bien évidemment continuer cette belle présentation et notamment nous annoncer ton programme. Oui. Alors, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu le contexte dans lequel la question de l'expertise ou du manager s'est posée pour moi. Donc, je ne vais pas vous parler pendant 3 heures de mon parcours, mais ça semble quand même un petit peu important de vous donner le contexte. L'idée, c'est aussi de vous présenter voilà, comment on peut se poser la question du dilemme entre management et expertise, pourquoi on se pose aujourd'hui, quelles questions il faut se poser pour rebondir de la meilleure des façons quand on se retrouve dans la situation à laquelle j'ai été confrontée. Et puis, vous parler un petit peu plus précisément d'un des rôles qui existent dans la track de l'expertise, qui est le rôle de Principal Product Manager, qui est encore assez peu connu en France et qui a tout autant de définitions qu'il y a de définitions de Product Manager dans les boîtes. Donc, c'est tout aussi difficile de le définir, mais j'essaierai de vous montrer un petit peu ce que ça veut dire chez nous euh, et ce que ça veut dire aussi en termes d'impact dans la boîte par rapport au rôle et à l'impact que peut avoir un manager. Avant de rentrer dans le dur, peut-être tu peux nous reparler un petit peu de Brigade, nous redonner quelques éléments de contexte voilà, autour de l'entreprise, parce qu'il y a peut-être des personnes Pas de ici qui problème. connaissent pas Brigade.
Effectivement. Alors, Bricade, c'est une boîte qui a été montée en 2016. Moi, je suis arrivée en 2019. On est une plateforme de mise en relation entre des travailleurs indépendants dans les secteurs de la restauration et de la santé et des établissements qui ont besoin de renfort sur des missions allant de quelques heures à quelques semaines. Pour prendre un exemple très concret, le resto du coin où vous allez déjeuner souvent le midi, qui a besoin de renfort parce que son serveur, par exemple, est en arrêt maladie et qui a besoin le jour même d'un serveur qui puisse prendre le relais. Ça peut passer par brigade. Et on est une entreprise à mission. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Euh, on a une mission forte qui est de rendre le travail accessible à tous et de mieux le valoriser sur des métiers qui sont très importants, mais souvent un peu dépréciés. Donc, c'est tous les métiers qu'on appelle en anglais les deskless jobs. Donc aujourd'hui, c'est la restauration et la santé, mais demain, ça peut être d'autres métiers. On est basé à Paris, présent dans les principales villes de France et au Royaume-Uni, et on est aujourd'hui un petit peu moins de 160. On a connu différentes phases et on a connu à la fois des très très hauts et des très très bas, mais aujourd'hui, on est sur une belle phase de croissance. C'est parti pour le vif du sujet. C'est parti. Donc, manager ou expert produit, le dilemme, je ne sais pas si c'est vraiment un dilemme, mais en tout cas, c'est des questions à se poser. Pour vous donner un petit peu le contexte, Benoît, si tu peux Ouais. passer à la slide suivante. Euh, donc, pour vous montrer ce qui m'a amené moi à me poser ce dilemme, il faut forcément que je vous parle un petit peu de ma petite personne et de mon parcours jusque-là. J'ai la chance d'avoir eu un parcours qui a été plutôt chouette et pas trop émaillé d'embûches. J'ai fait une école de commerce comme beaucoup d'entre nous. En général, c'est soit business school, soit école d'ingé, même s'il y a plein d'autres parcours. Et j'ai démarré mon stage de fin d'études dans une toute petite boîte qui, à l'époque, faisait des sites internet, tout ce qui est plus classique. Je suis rentrée par la porte du référencement. Donc, au tout départ, je suis arrivée dans cette boîte pour faire du référencement naturel ou payant. C'était une boîte de deux personnes, deux associés. Et très, très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, d'une part, le référencement, c'était pas forcément ce qui nous faisait vibrer et c'est pas ce qu'attendaient nos clients en face. Euh, donc, on a très vite pris le virage du product management, même si ça s'appelait pas comme ça il y a une dizaine d'années. Très clairement, le terme est arrivé beaucoup plus tard en France. Mais si on prend très basiquement ma job description à l'époque, c'était clairement du product management. Et j'ai accompagné pendant 5 ans et demi des porteurs de projets, soit des entrepreneurs, soit des intrapreneurs dans des plus grands groupes. Euh, Très souvent de l'idée jusqu'à un MVP, voire un petit peu plus, avec aussi une dimension sur les business models qui se posaient. Ça a été une super expérience. Vraiment, pendant 5 ans et demi, j'ai énormément appris. Je pense que c'est une des meilleures expériences qu'on peut avoir en tant que PM. Et j'ai aussi appris sur d'autres métiers en parallèle, puisqu'en 5 ans et demi, la boîte a énormément grandi. Et j'ai pris aussi des casquettes de management. J'étais associée de la société à la fin et j'ai managé jusqu'à 8 personnes. Donc, j'avais déjà une première expérience en management à la sortie de cette expérience. J'ai décidé de changer de voie parce que, comme beaucoup de personnes qui ont travaillé soit en conseil, soit en agence, il y a eu un petit peu cette frustration au bout d'un moment de bosser sur des super MVP. Et puis, une fois que ça commence à marcher, qu'il y a un market fit, le projet repasse en interne et puis on passe à un autre sujet. Donc, j'ai décidé en 2017 de passer de l'autre côté de la barrière et j'ai rejoint une première startup euh, en tant que first PM. Euh, j'ai eu la chance d'avoir 2 expériences en tant que first PM avant d'arriver chez Brigade, euh, autant en B2B qu'en B2C, sur du SaaS et sur de la marketplace. Donc j'ai vu des choses assez variées. Le rôle de first PM, pour ceux qui l'ont déjà eu, vous savez à quel point c'est challengeant. J'étais contente d'avoir mes 5 années d'expérience avant pour supporter et surmonter tout ça. Mais c'est aussi extrêmement formateur. Et en 2019, je croise le chemin de Brigade, qui à l'époque était encore une petite boîte. Ils avaient un peu moins de 3 ans d'existence. On devait être une soixantaine de personnes à ce moment-là et l'équipe produit commençait à se structurer gentiment. Donc j'ai décidé de les rejoindre avec tout mon bagage d'expériences diverses et variées. Et je suis arrivée en tant que senior PM dans une équipe où il y avait déjà quelques 2, 3 autres product managers.
un head of product, des designers. C'était déjà une équipe structurée, ça me changeait un petit peu de ce que j'avais connu avant. Donc j'ai eu la chance d'arriver dans cette boîte à une période où, a priori, tout allait bien et on était lancé pour une très 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 belle croissance dans les mois suivants. Sauf que vous savez tout ce qui s'est passé en mars 2020. On a eu le Covid qui est arrivé. Je ne vais pas rentrer sur le détail de la manière dont on a vécu ça du côté de Brigade. J'ai eu l'occasion d'en parler sur le podcast du Ticket si ça vous intéresse. Ça a été une sacrée aventure côté Brigade et ça a forcément un petit peu chamboulé l'organisation qu'on avait envisagée, la manière de penser le produit, la manière de penser la boîte. Mais on est reparti bien comme il fallait. Et j'ai eu du coup la chance d'avoir plusieurs casquettes, de senior PM jusqu'à group product manager en passant par lead PM. Et c'est de cet avant-dernier poste que je vais vous parler maintenant, celui de group product manager, parce que c'est le moment où le dilemme s'est posé pour moi de choisir entre l'expertise et le management. Donc, été 2022, on me propose le poste de group product manager dans un contexte où on est sorti du Covid, les chiffres repartent vraiment à la hausse. On prépare doucement une levée de fonds qui se profile à l'horizon 12-18 mois et on a une grosse croissance de l'équipe produit. Donc, on décide de scinder l'équipe produit en deux équipes, une partie sur chacune de nos audiences et on est deux du coup à avoir ce rôle de group product manager, moi et Ulysse, sur un deal 50-50 où on est censé continuer à faire notre travail de contributeur à 50% et puis le reste du temps, travailler sur des questions de management, d'organisation, de process, comment est-ce qu'on fait scaler l'équipe, comment on scale tous les process qu'on a en interne, etc. etc. A priori, c'est un job rêvé parce que j'aime transmettre, j'aime accompagner les gens, j'aime me poser des questions et se poser des questions sur les process. Ça fait des nœuds au cerveau, mais c'est plutôt intéressant. Donc, sur le papier, tout roule. Mais dans la réalité, pour ceux qui ont déjà eu ce fameux 50-50, on sait que le 50-50, ça marche qu'en théorie, c'est juste quelque chose sur le papier. Et très vite, on se rend compte, parce qu'on a encore avec Ulysse et avec toute l'équipe beaucoup d'enjeux sur le produit, qu'on fait plutôt du 80-20. Donc on passe 80-90% de notre temps à continuer à travailler sur des features concrètes ou des améliorations. Et on fait un petit peu plus que 20%, du coup on dépasse le timing normal pour gérer le management, pour gérer les évolutions de process, etc. etc. Je me rends compte que la partie management, c'est intéressant. A priori, je sais faire, je coche les cases qu'on attend de moi. La partie transmission, j'adore. Mais ce que je préfère là-dedans, ça reste opérationnel. Et je me retrouve à partir de novembre-décembre à voir vraiment ma motivation qui baisse, qui décline. Je suis toujours motivée par ce qu'on fait, mais globalement, je ne prends pas un kiff énorme à aller au boulot. Je suis extrêmement fatiguée, je m'agace sur des petites choses, je passe mon temps à ronchonner et mes collègues s'en souviennent. En gros, il y a tous les signaux qui me font dire que ça va plus et qu'il faut que quelque chose change. Et du coup, j'arrive début décembre, une semaine avant de partir en congé pour un mois, sur mon monthly avec mon CPO. Et globalement, partant de rien, on arrive tous les deux au constat qu'en fait, il va falloir que ça change vite parce que le fonctionnement actuel ne me convient plus du tout et je prends plus de plaisir dans mon boulot. À ce moment-là, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est est-ce que c'est mon métier que j'aime plus? A priori, j'aime toujours faire du produit, donc j'ai lu très très vite cette question. La deuxième question, c'est est-ce que c'est la boîte qui ne me va plus et l'organisation et le fonctionnement qu'elle a? Et là-dessus, même constat, en fait, j'adore cette boîte. Je suis convaincue par ce qu'on fait. Il est hors de question que je m'en aille. A priori, Brigade ne veut pas non plus que je m'en aille, donc on est au moins d'accord là-dessus. Et je considère qu'on a encore une mission trop importante vis-à-vis de nos utilisateurs pour que je me dise que l'histoire est terminée. Donc on fait le bilan et on arrive au constat qu'il faut rapidement changer l'organisation et qu'au-delà de la track classique du manager, il y a probablement une autre place pour moi à ce moment-là. Mais ça se fait dans un contexte émotionnellement un peu compliqué parce que c'est des challenges qui sont difficiles. Et je crois, Benoît, que tu voulais qu'on parle un petit peu justement de ce sujet-là.
Ouais, il y a plusieurs sujets que, j'aimerais bien revoir avec toi. Déjà pour clarifier un petit peu, la partie opérationnelle pour bien comprendre, Mhm. hem, entre le poste de product manager et le poste de groupe product manager, sur la partie opérationnelle, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que, en tant que GPM, tu étais encore très investi, sur le produit? Ou alors, est-ce que tu étais plus sur des éléments macro comme, tu vois, la structuration d'une vision produit, la validation d'une roadmap produit? Enfin, comment ton opérationnel a changé, à partir du moment où tu as changé de poste? J'avais toujours les 2 casquettes. Effectivement, la partie vision et stratégie, prenait un petit peu plus d'ampleur, mais je restais, également sur, la discovery, la delivery, des process assez classiques. Alors sur des sujets un peu plus high level que la micro feature sur laquelle on itère, pour la 12e fois, heu, mais je restais vraiment les mains dans le cambouis, basiquement. OK, ouais, donc ce qui fait que, tu as eu quand même une grosse surcharge parce que, la partie managériale est arrivée en plus de la partie opérationnelle qui a pas fondamentalement, changé de ce que je comprends, ouais. OK. Je pense que c'est un cas qui arrive fréquemment dans les boîtes qui sont en train de grandir et qui essayent de scaler autant que possible, mais bon, il y a toujours un déséquilibre à un moment donné et forcément quand l'enjeu principal, c'est le produit, bah, tu passes plus de temps sur l'opérationnel et le reste, c'est du en plus. Mmh, OK, OK, et du coup, tu as pas de, en passant GPM, de product managers qui ont repris le relais sur ce que tu faisais historiquement, toi en tant que, senior product manager? Alors, on recrutait à ce moment-là quelqu'un justement pour, prendre, le relais sur cette partie, mais tout le monde connaît les problématiques de recrutement, ça prend toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on a prévu. Donc on recrutait, j'étais pas seule sur ma partie, mais effectivement, on était pas encore assez nombreux pour pouvoir reprendre tout le périmètre. Mmh, Mais OK, l'idée de départ était quand même qu'on garde une partie opérationnelle, donc ça OK, faisait partie du deal de départ, OK. juste que la proportion n'était pas celle qu'on avait idéalisée. Mmh. Et du coup, ça te paraît envisageable pour, effectivement des postes comme des postes de GPM de garder autant d'opérationnels, ou pour toi il faut quand même qu'il y ait, voilà, un gros changement, ou enfin comment tu vois les choses justement sur ce type de poste? Pour moi, c'est un poste qui est, théoriquement, possible, dans la pratique absolument intenable sur la durée et d'ailleurs c'est un constat qu'on partage avec Ulysse, qui était également en groupe PM et Jean, notre CPO, c'est que c'était un rôle de transition, à un moment où il n'y avait pas encore la place nécessairement pour un Head of Product Management, où il n'y avait pas encore forcément le temps et les ressources pour un rôle de principal et c'était un bon compromis pour, aller vers l'orga qu'on a aujourd'hui. Mais dès le départ, de toute façon, l'orga qu'on a aujourd'hui, c'est celle qu'on avait envisagée post-levée, sauf qu'on l'a un petit Mmh. peu accélérée, dans les faits. Et du coup, il y a, une question de David, pour rebondir un petit peu sur notre discussion, qui te demande justement la répartition de, la charge de travail avec cette double casquette. Donc effectivement, tu parlais, d'un 80 opérationnel, 20, managérial, mais si tu détailles un petit peu plus, enfin voilà, comment ça se répartissait? Hem, je pense que ça a beaucoup varié selon les semaines et les mois. Alors on a eu en plus, pile au moment où on a pris ce nouveau rôle, un rebranding complet de brigade. Donc on a aussi eu ça à gérer, dans les faits, donc ça prenait beaucoup de temps et là, c'était super opérationnel parce que toute l'équipe était mobilisée dessus. Donc je pense qu'à ce moment-là, on était plus sur du 90 opérationnel et 10 10 de manager. Après, il y a eu d'autres périodes où il y avait plutôt une phase de recrutement où là, la balance s'inversait. Sur l'été 2022, j'étais plutôt sur 75-80 de recrutement et accompagnement à la structuration de l'équipe. Donc ça a vraiment varié selon les priorités, très, très clairement. Mmh. OK, OK, très clair. Et peut-être oui, effectivement, pour revenir un petit peu sur la partie, motivation en berne, fatigue et cetera, que tu as pu, ressentir un moment, c'est vrai qu'on en avait pas mal parlé, tous les 2 parce que, voilà, c'est aussi, un gros sujet, je pense, pour, beaucoup de product managers aujourd'hui, hein. D'ailleurs, il y a Mmh. Mocha.care qui fait toute une étude, en ce moment sur la santé mentale autour, des, product managers. Hem, Quel est un petit peu ton avis là-dessus? Est-ce que, selon toi, les product managers sont, justement, peut-être un petit peu plus susceptibles, aux
je sais pas, à des burn-out, à des difficultés, à l'épuisement professionnel, euh, par rapport à d'autres professions ou pas forcément. Enfin, voilà. Comment tu vois les choses, toi qui es un petit peu passé par ces phases-là? Alors, je ne suis pas passée par un burn-out, Ouais. parce que je pense que la sonnette d'alarme a été tirée plus vite que ça, donc j'ai eu cette chance. Je ne sais pas s'il y a des professions ou même des personnalités qui sont plus sujettes à ce genre de difficultés que d'autres. Je pense qu'il y a des phases de la vie où on peut être plus touché. La certitude, c'est qu'effectivement, en tant que product manager, il y a généralement une charge mentale qui est super importante parce qu'on est à la croisée des chemins, parce on passe notre temps à gérer la chèvre et le chou. Et c'est ce qui fait que ce métier est passionnant. Je pense qu'effectivement, on a une charge mentale conséquente, surtout dans des boîtes qui grossissent avec des gros enjeux et de scale et de croissance au quotidien. Euh, je pense surtout que le principal risque sur nos métiers, et finalement ça peut être la même chose sur des métiers de développeurs ou autres, c'est qu'on est souvent sur des métiers passion. Et qui dit métier passion dit on n'objectivise pas assez ce genre de problématique. Au moment où on est KO parce qu'on a enchaîné beaucoup trop de réunions et qu'on a bossé sur trop de features et on vient de sortir cette grosse release et du coup on se rend compte qu'on est fatigué, on se dit juste c'est normal, c'est le boulot et puis demain ça ira mieux. Et je pense que dans tous les métiers où il y a beaucoup de passion et d'attachement à la fois à ce qu'on fait et aux produits qu'on défend, il y a ce risque-là de pas se rendre compte objectivement qu'on a dépassé la limite ou qu'on s'approche de la limite. Mais c'est vrai pour plein de métiers Hmm. et je suis très curieuse de voir les résultats de l'étude d'Héloïse. Euh, Parce que je pense qu'il y a un vrai sujet de manière générale dans nos nouveaux métiers, qui ne sont pas si nouveaux que ça d'ailleurs, parce que finalement on les appelait juste différemment avant, de prendre soin de ça, de soi, et de prendre soin des uns des autres, parce qu'on ne se rend pas forcément assez compte soi-même que le précipice n'est pas très loin. Hmm. Et justement, comment on peut essayer de prévenir ces situations? Je pense qu'il y a une vraie question de charge de travail et de prise de recul. On a la chance chez Brigade de ne pas avoir de pression sur des deadlines. On n'a jamais eu de pression sur des deadlines. Je pense que c'est arrivé 2 fois en 3 ans et demi et c'était pour des sujets légaux. Euh, Ça allège considérablement la pression parce que on a le temps de bien faire les choses, on a le temps de se poser un petit peu plus et de prendre du recul. Je pense qu'il y a un premier point qui est là-dessus, et sur la pression de toujours en faire plus, toujours plus vite. À un moment donné, il faut juste accepter qu'on ne sauve pas des vies et que sortir une feature une semaine plus tard, c'est pas la fin du monde. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour de ça. Et je pense que les entreprises ont un rôle à jouer sur tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux, mais pardon, euh, qui sont liés au travail, on parle des risques d'accidents de travail, etc., pour des gens qui sont sur des métiers dans des chantiers ou ce genre de choses. Il y a aussi un risque de maladie lié au travail, lié à la pression, lié au bruit, lié à tout ça. Et on manque encore, je pense, de sensibilisation sur ces sujets-là. Surtout dans des boîtes comme des startups qui sont encore jeunes et on ne peut pas en vouloir aux dirigeants et aux managers de ne pas être encore complètement au taquet sur ces sujets-là, quoi. Hmm. Ok, ultra clair. Merci beaucoup Hélène. Peut-être je te laisse réembrayer sur la On, partie parcours de carrière produit. on va parler de choses un poil plus réjouissantes du coup maintenant. Euh, Mais c'est important, c'est des sujets qui sont Oui, hyper importants et dont on ne c'est parle pas clair. assez. Euh, j'ai mis cette petite frise pour trouver sur plein de sites, enfin, dans cette version-là ou ajustée. Parce que finalement, quand on commence à travailler dans le produit, on a tous en ligne de mire ce rôle de Head of Product, VP Product ou CPO. Et c'est un peu le Graal d'y arriver, en tout cas en théorie. Et c'est aussi la suite logique. C'est un petit peu le seul parcours qu'on voit et sur lequel on communique, c'est de se dire, bah, je démarre en tant que junior PM, je vais monter progressivement les échelons de la seniorité. Et puis au moment où je serai assez senior, soit il va y avoir un rôle de head of product dans ma boîte, soit je vais le trouver ailleurs. Et puis je vais continuer l'ascension comme ça. C'est très bien. Et moi aussi, ça fait partie des choses que j'ai regardées. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai fait le choix d'aller sur un rôle d'expertise d'ailleurs que je m'autorise pas un jour à avoir cette progression-là. Mais la problématique, c'est que quand on en arrive à des rôles de directeur produit, head of product, VP product,
90% de la job desk, c'est pas de faire du produit. Il y a encore toute la partie vision et stratégie, évidemment, mais le quotidien, c'est pas de faire du produit. Et si tu passes à la slide suivante, je trouve hyper intéressant ce que dit c'est Pierre Ollinger, qui était chez PayFit, merci, j'ai eu la slide au bon moment. Pierre Ollinger qui dit qu'il se considère un peu comme un artisan, et c'est un doueur, et il prend son pied à faire les choses. Et je pense qu'on est plein dans cette situation-là, à aimer imaginer les besoins de demain, à imaginer les solutions, à réfléchir aux problématiques des utilisateurs et à concrètement répondre à tout ça. Et finalement, cette analogie avec l'artisanat est hyper chouette. Et quand 90% de la job desk de ce parcours manager, bah, c'est pas de faire, il y a le risque de s'ennuyer et de plus prendre de plaisir. À côté de ça, il y a ce côté légitimité du poste. Et je trouve que Thomas, qui était principal PM chez Conto, et qui maintenant fait complètement autre chose, je le résume bien, c'est en fait, ça fait chier parce que Head of Product de Conto, d'Alan, de n'importe quelle boîte, c'est plutôt chouette sur le CV et ça fait un petit peu rêver. Et finalement, moi, c'est un truc auquel je me suis confrontée quand je me suis posé la question de la suite. C'est OK, mais du coup, ce syndrome de l'imposteur que je peux avoir régulièrement, et je sais que je suis pas la seule, euh, et qui peut être un peu limité par le fait d'avoir un rôle tel que Head of Product ou CPO, VP, etc., qui vient légitimer naturellement un set de compétences. Ben, en fait, si je décide que ce rôle-là, je ne le prends pas et que je reste sur une track d'individual contributor, je vais continuer à me traîner mon syndrome de l'imposteur ad vitam aeternam. Ça ne fait pas rêver. Mais finalement, le truc est entre deux et c'est une belle pirouette là-dessus. C'est Jackie Bavaro qui était Head of PM chez Asana et qui explique que beaucoup de gens se disent que pour avoir une belle carrière dans le produit, il faut devenir manager, mais c'est pas une réalité. Et finalement, on peut avoir autant d'impact sur une boîte, sur un produit, sur des utilisateurs en restant contributeur individuel plutôt que de devenir VP, Head of, etc. On a autant, voire plus d'impact concret sur le produit. Donc c'est une vraie réalité et c'est une voie dont on parle encore assez peu. Donc c'est pour ça que je suis ravie que tu m'aies donné ce temps de parole sur le sujet, mais c'est une vraie alternative quand on a 10 ans de produit, quand on a 15 ans de produit, demain quand on aura 30 ans de produit. Et du coup, d'un point de vue valorisation des parcours, parce que justement, effectivement, tu reprenais le verbatim de Thomas qui disait, bon, bah, c'est sûr que Head of Product de Conto, ça se vend super bien sur LinkedIn. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les organisations, notamment côté scale-up, sont prêtes à valoriser autant, tu vois, les deux parcours, parcours expertise et parcours managérial, notamment, tu vois, d'un point de vue rémunération? Alors, je parle de ce que moi je connais, parce que c'est toujours différent d'une boîte à l'autre. Je pense que on a toujours, notamment en France, tendance à mieux rémunérer des managers parce que, en théorie, tu es responsable d'autres personnes, donc plus de risques, donc plus de charges, etc. Naturellement, en France, on aura tendance à mieux rémunérer un manager qu'un IC. Dans les faits, je pense que sur des profils startup scale-up, on peut commencer à faire, enfin, plutôt scale-up parce que typiquement cette deuxième track IC avec de l'expertise, elle est plutôt dans les scale-up. Je pense que la rémunération peut être sensiblement la même, mais après, c'est des sujets de rémunération qui sont de toute façon très particuliers. Moi, j'ai un avis très tranché, c'est que c'est pas parce que tu es plus haut dans la hiérarchie que tu dois être mieux payé qu'une personne qui en fait a plus d'impact sur la boîte. Ça, c'est malheureusement, si ça fonctionnait comme ça, on serait tous très contents, mais c'est pas la réalité. Mais oui, en tout cas, enfin, chez nous, il n'y a pas, de ce que je sais, je connais pas le salaire exact de notre head of PM, mais de ce que je sais, il n'y a pas une différence fondamentale. Euh, et quand j'ai décidé de ne plus être manager, on m'a pas enlevé un bout de mon salaire, Mmh. très pratiquement, quoi. OK. Et peut-être pour revenir un petit peu, justement sur, le sacro-saint, parcours de carrière, peut-être pour avoir un petit peu la version, brigade parce qu'effectivement toi tu avais plutôt un rôle de groupe PM. C'est quoi les rôles que Ouais. vous avez, chez Brigade justement? Aujourd'hui, on a trois niveaux de hiérarchie sur les PM.
donc associate confirmé senior. Ensuite, on a du coup on a un lead PM qui arrive bientôt, head of PM, CPO, et du coup la track expertise à côté. Donc je suis la seule pour l'instant, mais principal PM. Ok. Et Ça marche. pour donner l'organigramme, parce que je pense que ça montre, ça répond un petit peu à ta question d'avant, je suis directement sous notre CPO. Donc mon manager, c'est notre CPO et pas notre head of product. Ok. Ok, ça marche. Je vais reprendre plusieurs questions, notamment d'Alix et Mathieu. N'hésitez pas à utiliser le module question plutôt que le module chat. C'est sûr que c'est plus simple pour Hélène et moi d'arriver à gérer l'ensemble des questions. Il y a une question d'Alix autour de qu'est-ce que tu mets derrière la partie management, notamment quand tu vas être Head of Product, CPO chez Brigade, et peut-être dans ton cas aussi quand tu étais groupe PM. Voilà, est-ce que c'est beaucoup de gestion RH? Est-ce que ça se rapproche plus de ce que peut faire un Product Ops? Voilà, qu'est-ce que tu mets derrière toute cette partie-là? Alors, il y a une part importante de recrutement et d'onboarding, parce qu'on est encore dans une phase où on recrute beaucoup. Donc, il y a toute cette partie-là. Toute la partie RH purement administrative, c'est géré par notre équipe dédiée. Et sur le reste du management, c'était essentiellement de l'accompagnement sur le parcours de carrière des PM que j'avais en management, et puis de l'accompagnement opérationnel, plutôt ce qui se rapproche d'un rôle de lead sur la bonne manière de traiter tel ou tel sujet, et puis d'orienter les choses sur la roadmap. Ok, ça marche. Et puis après, il y a une question de Mathieu, mais qui va faire une très bonne transition avec la suite de ta présentation, qui te demande justement, bon, bah, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion d'expertise concrètement? Mhm. Alors, j'ai beaucoup de mal avec la notion d'expertise et finalement de mettre en parallèle le management et l'expertise comme si le manager n'était pas du tout expert. Et l'expertise, ça veut tout et rien dire. Je pense que c'est de manière très générale, ce qu'on met derrière, c'est surtout un niveau de seniorité et une maîtrise du métier, des métiers du produit, et aussi une maîtrise du produit sur lequel on travaille. Quelqu'un, à mon sens, qui est capable d'être dans une track d'expertise type principal PM dans une boîte ne pourra pas forcément l'être dans une autre. Euh, et ce qu'on met derrière, très basiquement chez Brigade, on a essayé de faire une définition parce que quand on tape Principal Product Manager sur Google, il y a à peu près 40 définitions et surtout, j'en ai pas trouvé une qui correspond à ce que je fais aujourd'hui. Euh, la manière dont on le définit et dont on l'a communiqué au reste de l'équipe, parce que c'était important aussi de positionner mon périmètre, c'est que c'est fondamentalement un rôle de contributeur individuel qui, chez nous, en tout cas sur ma position, est focus sur l'identification de nouvelles sources de valeur pour nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a l'équipe produit cœur qui s'occupe, euh, qui gère tout le produit autour de ce qui fait le cœur de notre activité aujourd'hui, à savoir la mise en relation entre des indépendants et des établissements. Donc, ça passe par le système de mise en relation, ça passe par tout ce qui est lié à la facturation à côté, enfin tout un tas de choses qui sont directement liées à ça. Mais chez Brigade, on a une mission. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre mission, c'est de rendre le travail accessible à tous et de mieux le valoriser. Et en fait, derrière ça, on peut mettre tout un tas de choses. Donc concrètement, mon métier aujourd'hui, c'est d'identifier des manières d'apporter plus de valeur à nos utilisateurs sur d'autres axes que la mise en relation. Euh, du coup, on peut mettre plein de choses derrière. En fait, mon boulot au quotidien, c'est d'explorer les potentiels. D'ailleurs, le nom de mon équipe, parce qu'il en fallait même si je suis une équipe d'une personne, c'est Product Exploration. Et du coup, ça peut être tout un tas de sujets. Alors pour le moment, parce que je suis encore sur une phase de transition, il y a beaucoup de sujets qui restent très liés au cœur parce que c'est des enablers de ce qu'on va pouvoir faire après. Mais demain, ça peut être d'aller tester complètement une nouvelle proposition de valeur et un nouveau produit qui viendra alimenter cette mission. Du coup, ça veut dire qu'il faut, en tout cas chez nous et sur ce poste-là, avoir un rôle très, très entrepreneurial et accepter qu'on peut être complètement à côté des process existants de l'équipe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris le temps de faire tout un doc qui expliquait ce qu'était mon nouveau métier et comment ça allait s'intégrer dans notre orga général, parce que pour tester des nouvelles propositions de valeur, pour tester potentiellement des nouveaux produits, il faut accepter de reprendre les choses comme au début de la boîte, c'est-à-dire parfois de manière un peu scrappy.
et de faire plus propre plus tard. Il y a un deuxième point qui vient en plus de ça, qui occupe quand même 90% de mon temps, c'est que je suis un petit peu le joker de Jean, notre CPO et des Head of Product, quand il y a des sujets à défricher rapidement, mais qui ne rentrent pas tout à fait dans le périmètre des PM Core. Donc, je peux traiter des petits sujets en parallèle. Et ça rejoint ce que faisait Thomas chez Conto à l'époque, où il venait prendre un nouveau sujet que le CPO avait en tête et travailler dessus. Pour terminer, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en tant qu'individuel contributeur, on peut avoir autant, si ce n'est plus d'impact dans la boîte que sur un rôle de manager. Pour vous montrer ça, je voulais un petit peu vous présenter les 3 briques sur lesquelles j'ai un impact. Aujourd'hui, il y a une dimension stratégique très forte, comme je vous le disais. L'idée, c'est d'aller défricher des nouveaux sujets. Donc, je suis 100% honneur de ma roadmap qui est focus uniquement sur des outcomes. Donc, j'ai pas du tout une liste de features. Si on me demande une roadmap de ce que je vais sortir dans les 6 prochains mois, au doigt mouillé, je peux sortir un truc sur lequel je travaille en ce moment, mais ça s'arrête là. Et qui est drivé par un exercice qu'on fait une fois par an chez Brigade, qui est de dessiner la North Star Experience à 2 ans. C'est un truc qu'on fait depuis quelques années. Et en gros, tous les ans, on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut être l'expérience de nos utilisateurs à N+2. Et en fait, le cœur de mon activité aujourd'hui, c'est de répondre à cette NSO. Ensuite, il y a la partie exécution. Comme je disais, c'est un rôle qui est très intrapreneurial. Donc, ça veut dire que je suis honneur à 100% de l'intégralité du process de la discovery au go-to-market. Ça ne veut pas dire que je travaille toute seule. Je m'appuie quand même sur notre équipe parce qu'il y a des sacrées compétences chez nous. Mais en tout cas, je vais avoir plus de liberté pour aller rapidement tester des choses. Je vais faire des mock-ups de mon côté. Je vais aller faire des tests maze de mon côté s'il faut. Et puis, s'il y a un truc qu'on peut tester en no-code, je vais aussi le faire pour aller plus vite et valider qu'on est sur la bonne solution. Donc ça, c'est un point où, du coup, on peut avoir de l'impact très, très, très vite, parfois plus que sur un rôle de PM classique, parce que forcément, quand on touche à un produit qui est déjà live, qui a déjà plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, on va un peu plus faire longtemps de la recherche et des tests avant de tester une nouvelle feature. Et le dernier point qui est important et qui était celui que j'avais le plus peur de perdre en lâchant cette casquette de manager, c'est celui de la culture produit chez Brigade et du leadership. Aujourd'hui, j'ai encore un rôle de garante de la culture produit, alors pas tout seul, on est tous solidaires là-dessus, mais en tout cas, j'ai vraiment ce rôle en interne et en externe de garder en tête comment on fait du produit chez Brigade, comment on aligne tout ça avec nos missions et nos valeurs, parce que j'ai cette historique de 3 ans et demi dans la boîte et 10 ans d'expérience dans le produit. Donc, c'est vraiment 3 casquettes qui sont hyper complémentaires et qui font que finalement, entre un manager et un expert produit, il y a tout autant d'impact des 2 côtés. Ok, ultra clair. Avant de prendre la question de Thibaut, je fais juste une mini parenthèse. On va vous mettre un lien pour que vous puissiez nous donner vos feedbacks par rapport à nos instances du Bourbier. Donc, voilà. Si vous êtes adepte du multitasking, et je suis sûr que vous êtes en capacité de le faire, vous pouvez nous donner des petits feedbacks en finissant voilà, cette instance. Il y a une question intéressante de Thibaut, justement, qui te demande, en tant que Principal Product Manager, est-ce que tu es 100% électron libre, du coup tu travailles tout seul, ou est-ce que tu es quand même rattaché à une équipe, tu as une squad avec toi, enfin, comment ça se passe d'un point de vue collaboratif? Ouais. Alors, on a une spécificité chez Brigade, c'est que de manière générale, il n'y a pas vraiment de squad. On a des équipes qui sont sur des périmètres spécifiques côté produit. Donc, PM et product designer bossent sur un scope défini, mais côté dev, même s'il y a des spécialisations, etc., il n'y a pas un dev qui est rattaché à un PM et un product designer sur un sujet donné. Donc, le système de squad n'est pas vraiment appliqué à 100% chez nous, même si on tend doucement à y aller, parce qu'on grossit et qu'à un moment donné, il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça. Du coup, sur le papier, j'ai pas de squad. J'ai pas d'équipe, j'ai pas de designer, j'ai pas de développeurs qui sont rattachés à moi, j'ai pas de data analyst, mais je suis pas toute seule. Et en fait, pour pouvoir aller très vite sur des sujets qui sont quand même des sujets de fond, à l'heure actuelle, en fait, ma squad, c'est les leads.
donc c'est le lead product designer qui arrive bientôt. En attendant, c'est le head of product design, c'est les lead tech, mobile, back, etc. Et donc finalement, ça permet aussi d'aller super vite parce que c'est des personnes qui ont aussi un historique de dingue sur la boîte et qui connaissent parfaitement notre produit. Donc ça permet d'aller rapidement. Mais j'ai pas de squad en tant que tel aujourd'hui. OK. Et peut-être, au niveau de tes interactions avec les product managers, parce que, par exemple, tu vas beaucoup intervenir sur, la discovery. Hem, Comment ça fonctionne, quand tu vas interagir avec les product managers? Parce que c'est vrai que souvent on essaye, de créer des équipes produits qui sont, les plus autonomes possibles et qui vont avoir, par exemple, l'ownership total sur, leur discovery. Comment toi tu arrives à te mailler avec, ces équipes produits et ce besoin naturel d'autonomie et tu vois ton rôle où justement tu vas essayer, de faire de la discovery en transverse, d'apporter de la valeur ajoutée sur le produit, mais tout en n'étant pas intégré dans cette équipe produit. Ouais. Alors, je suis toujours intégrée dans l'équipe produit, dans les rituels de l'équipe produit. OK. C'est-à-dire, on fait typiquement un weekly toutes les semaines où on aborde différents sujets. Je suis dessus. Euh, on a un. Mes, euh, mes rituels à moi se font avec Jean, notre CPO, et Julien, notre Head of Product Design. Donc, j'ai vraiment les deux instances qui sont là et qui décident avec moi des directions qu'on prend. Euh, Tous les sujets sur lesquels j'initie de la discovery où je démarre des itérations sont validés aussi avec notre head of PM pour s'assurer que ça ne vient pas justement en overlap des autres product managers. Euh, et sur des sujets où il peut y avoir pas des frictions, parce qu'il n'y a pas de friction, mais de l'overlap, finalement, en fait, on a eu le cas d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Je faisais de la discovery sur un sujet et puis j'ai tiré le fil de la pelote de laine et puis je suis arrivée sur autre chose. Ça nous arrive très souvent en produit. Et je me suis rendu compte que du coup, ça matchait avec un sujet sur lequel un de mes collègues était en train de travailler. Tout simplement, j'ai refait un point avec lui et la product designer avec laquelle je travaillais à ce moment-là et puis on s'est redéfini ce qui était dans mon périmètre et ce qui revenait dans le sien. Donc, je pense que l'essentiel là-dessus, mais comme tout le temps, c'est la communication. On a aussi euh, un process de documentation de nos sujets en cours sur Notion qui nous permet de très facilement voir ce sur quoi les autres travaillent. Donc très très vite, on se rend compte s'il y a des sujets en commun. OK, OK, très clair. Hem, Vas-y. Non. Petite Alors, parenthèse ce pour que je les, voulais compléter, ouais, vas-y, pardon, excuse-moi. ce que je voulais aussi dire, c'est que chez nous, on fonctionne plus en ce qui pourrait se rapprocher des impact teams côté PM. C'est-à-dire qu'on a pris la Product Flywheel de Product Led Growth avec les différents périmètres acquisition, activation, adoption, etc. Et du coup, chaque PM travaille sur un de ces axes. Donc, on n'est pas du tout orienté sur des features données ou sur des parties du produit. On est vraiment sur des moments de vie de l'utilisateur. Donc, de toute façon, naturellement, on a l'habitude de communiquer parce qu'on fait de la discovery transverse quasiment tout le temps. Mmh, OK, hyper intéressant. Petit message aux participants, on va bientôt arriver à la fin de ce bourbier, donc si jamais il y a une question que vous souhaitez absolument poser, n'hésitez pas à la mettre dans le module de questions parce que sinon j'aurai pas le temps de prendre toutes les questions. Et en attendant, moi j'ai une autre question pour toi Hélène, autour du rôle de product ops, dont on n'a pas trop parlé encore, aujourd'hui, sur ces différents rôles. Comment tu vois ce rôle de, product ops justement dans, le parcours de carrière? Parce que voilà, c'est, un rôle qui va plutôt sur, l'expertise, mais qui sort quand même plutôt du produit parce qu'on va plutôt être sur la gestion des process plutôt que sur la gestion des produits. Voilà, comment tu l'intègres un peu ce rôle de product ops dans justement le management versus l'expertise? C'est pas une question qu'on s'est encore posée chez Brigade. Aujourd'hui, tout ce rôle de réflexion sur les process, l'amélioration, etc., c'est plutôt côté management que côté expertise. Mais c'est pas un rôle dont on a ressenti le besoin de l'intégrer avec une personne spécifiquement dessus. Euh, et je pense que c'est finalement un parcours d'expertise, mais qui est effectivement plutôt tourné sur la manière de faire du produit que sur les besoins utilisateurs. Mais pour moi, c'est effectivement plutôt un rôle d'expertise, très métier pour le coup, comme tu pourrais avoir un BizOps, comme tu pourrais avoir une personne qui est spécialisée sur le management de la knowledge dans une boîte.
Je pense que ça demande une sacrée expertise et pas mal d'expérience pour le coup. Hmm. Mais aujourd'hui, c'est un rôle qu'on intègre dans le management, mais demain, je pense que c'est plutôt un rôle d'expertise. Ok, ok, très clair. Et par rapport à ce rôle de PPL, est-ce que tu penses que c'est un rôle adapté à toutes les organisations ou alors tu penses que c'est plutôt un truc spécifique à Brigade, à ton organisation? Enfin, comment tu vois les choses par rapport à ce rôle-là? Parce que comme tu disais, quand tu recherches sur Google, tu as un milliard de définitions possibles sur ce rôle de Principal Product Manager. Donc, ouais, ça peut être intéressant d'avoir ton feedback là-dessus. Je pense que c'est un rôle qui a toute sa place dans les boîtes d'une certaine maturité. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais plutôt de scale-up que de startup. Euh, je pense qu'une fois que tu as ton product market fit, que tu as un certain seuil de maturité là-dessus, tu peux te permettre d'aller explorer des choses à côté. Et du coup, tu peux avoir une ou plusieurs personnes qui prennent ce rôle-là. Avant, ça semble un peu tôt parce que faut encore rester très très focus sur le cœur du produit. Et je sais que ça existe aussi dans des beaucoup plus grosses entités, mais par contre avec des définitions qui sont complètement différentes. Parfois, le principal product manager est juste un super lead. C'est pas la définition qu'on en a chez nous. Mais je pense que oui, ça peut s'appliquer à toutes les boîtes qui ont, à toutes les boîtes en fait, parce que j'allais dire toutes les boîtes qui ont euh, des besoins utilisateurs hyper importants, etc. Mais en fait, c'est le cas dans toutes les boîtes. Donc oui, c'est juste une question, je pense, de maturité et d'échelle de la boîte. Euh, et il y a aussi une réalité, c'est qu'aujourd'hui, le temps que moi je passe sur des sujets, c'est du temps et de l'argent qu'on passe pas sur d'autres sujets. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau de maturité de la boîte où on peut se dire, on prend du temps, une personne qui est en plus hiérarchiquement plutôt bien rémunérée pour traiter des sujets dont on ne sait pas encore si ce sera des succès. Donc c'est aussi, ça veut dire que c'est aussi une boîte avec un certain niveau de confiance euh, et une capacité à faire des investissements qui peuvent être parfois risqués. Hmm. Ok, ok. Super clair. Bah écoute, on arrive à la fin hein, de ce bourbier. C'était hyper intéressant. Je sais pas si, Hélène, il y a des sujets que tu voudrais rajouter, qu'on n'a pas forcément vu dans ta présentation, que tu voulais aborder. Et puis après, deux, comme d'habitude, si jamais tu as, un petit message un peu plus personnel à faire passer à la communauté, il faudra pas hésiter. Ouais, je pense qu'il y a il y a plein de choses à dire et on aurait pu en parler pendant 4 heures sans problème. J'ai vu qu'il y avait une question sur des ressources à conseiller sur le sujet. Malheureusement, en France, il n'y a pas encore grand-chose et c'est pour ça qu'on s'était dit avec Benoît que ce serait une bonne idée d'aborder le sujet de ma petite lorgnette. Donc, j'ai pas forcément de ressources à partager. Pour moi, c'est vraiment une track qui gagne à être connue et si vous vous posez la question, creusez un petit peu. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, enfin, si vous posez des questions et que vous voulez échanger sur le sujet, je suis toujours ravie d'échanger avec mes collègues. Et puis, le petit message de la fin, c'est qu'on est dans une phase de croissance, donc on recrute. Et Brigade est une très, très, très chouette boîte dans laquelle faire du produit. Tellement chouette que même quand on est en train de péter un plomb, on se dit qu'on veut surtout pas partir. Et que surtout l'orga s'adapte à ça. Donc, je serais aussi ravie d'échanger avec vous si vous posez des questions sur votre prochaine aventure pro. Ok. Bon bah écoute, merci beaucoup Hélène pour ton temps. Merci à toi. C'était vraiment passionnant hein, et très intéressant et je pense que c'est effectivement important de parler de cette deuxième voie qui est tout aussi importante que la première et qui peut être vraiment vecteur d'épanouissement comme voilà, c'est ton cas aujourd'hui. Donc franchement super. N'hésitez pas à contacter Hélène directement par LinkedIn, je pense, si jamais vous avez d'autres questions, que ce soit sur ce beau sujet ou sur Brocade et les recrutements en cours. Merci à tous pour votre participation et encore un grand merci à toi, Hélène. Merci beaucoup, Benoît. Merci à tous, très bonne journée. Au Au revoir. revoir.